Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur le rôle, mais surtout l'influence des syndicats étudiants. Ils participent dans l'imaginaire collectif d'une image mythique du monde universitaire, souvent hyper politisé, grands défenseurs des droits des étudiants. Ils héritent encore aujourd'hui de l'historique de leur grand combat, notamment au moment de mai 68, mais sont-ils toujours aussi puissants au sein des universités? Quelle image véhiculent-ils auprès des étudiants, mais également des responsables de formation? Réponse avec notre invité, Roby Morder, juriste du travail, politologue, spécialiste donc des mouvements lycéens et étudiants, militant politique, syndical et associatif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission, Roby Morder. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Merci de l'invitation. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que les universités sont obligées d'accueillir des candidats dans leur sein? C'est Oui. une obligation? Oui, c'est une obligation, puisqu'il n'y a pas de sélection en principe. Donc, mais c'est vrai qu'après, au niveau pour l'entrée à l'université en général, mais il y a des mécanismes qui, effectivement, font que, suivant les cas, un étudiant ou une étudiante peut très bien se retrouver dans une université autre que celle qu'il a demandée. Oui. C'est-à-dire qu'au même titre qu'une entreprise, par exemple, qui est obligée d'avoir un représentant du personnel, une université est obligée d'avoir un syndicat qui représenterait les étudiants. Non, pas du tout. Les entreprises ne sont pas obligées d'avoir des représentants du personnel. Au-dessus de 11 salariés, elles le sont. S'il n'y a pas de candidat. Bon, il en va de même dans les universités, c'est-à-dire il y a des obligations légales qui sont d'organiser des élections et les organisations étudiantes, les associations peuvent présenter des listes. Alors ce qui différencie un petit peu tout de même les entreprises, le droit du travail de ce qui se passe dans les universités, c'est que dans les entreprises, ce sont des syndicats qui présentent des candidats, en tout cas au premier tour, des élections des représentants du personnel. Dans les universités, n'importe quel groupe d'étudiants, syndical, associatif, politique, bande de copains, peut présenter des listes. C'est intéressant de le préciser, Roby Morder. Quel est le rôle, la mission initiale, on va dire, du syndicat étudiant? C'est le syndicalisme, il y a un double rôle. C'est un rôle de représentation, dans tous les sens du mot d'ailleurs, y compris la représentation théâtrale du collectif, et porteur de revendications, réclamations, suivant les intérêts des étudiants. C'est les mêmes missions que celles d'un syndicat de salariés sur un terrain différent. Roby Morder, quels ont été les grands combats menés par les syndicats étudiants? Je parlais tout à l'heure de mai 68, mais voilà, quels ont été les grands combats menés par les syndicats étudiants et qui ont d'ailleurs abouti à un changement politique à un moment, peut-être? Alors, les combats, on assimile souvent syndicalisme étudiant et politique, au sens de partis politiques ou de grands conflits politiques, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments. C'est dès l'origine, dès la fin du XIXe siècle, au moment où sont faites en France les premières associations générales d'étudiants et ensuite qui vont donner naissance à une union nationale des associations d'étudiants de France, plus connue comme UNEF, eh bien c'est vrai que c'était d'abord un rôle de sociabilité. Un rôle de sociabilité, de se retrouver entre soi, d'éviter l'isolement, d'avoir par exemple des loisirs, d'entraide. Et ensuite, entre les deux guerres, il y a toute une fonction sociale, c'est-à-dire que le syndicalisme étudiant, qu'il se dise syndicat ou pas, mais le vocabulaire existe dès l'époque. Eh bien, par exemple, il va construire des cités universitaires, des restaurants universitaires. Il reste un restaurant universitaire géré par les étudiants, c'est celui de Strasbourg. Ensuite, ils vont créer en 1936, avec l'État, le Conseil supérieur des œuvres, l'ancêtre des Crous, et puis la sécurité sociale étudiante, une mutuelle étudiante. C'est-à-dire qu'il y a une grande part de travail, de service qui existe dans l'histoire et qui existe toujours. Mais évidemment, ce n'est pas pour les journalistes ou pour les médias, c'est pas forcément très sexy de montrer ce travail quotidien
ingrat. On préfère montrer d'autres choses qui existent, qui ont été des mobilisations. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est que concrètement, il y a eu construction de nombreux dispositifs grâce au syndicalisme étudiant interne aux universités. Vous parliez du Crous à l'instant, parce que tout à l'heure, vous avez parlé directement de politique. Quand j'ai dit combat, vous avez ramené ça à la politique. Et là, vous parlez de médiatisation, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pensez que ça a été un peu galvaudé. On s'intéresse souvent à ce qui fait scandale, à ce qui fait parler. Je prends un exemple. Il y a une politisation du syndicalisme étudiant. Il y a une politisation, si vous voulez, il y a une socialisation politique. Alors, si vous discutez avec des gens qui ont fait les années 70, ils vont vous dire « mais les étudiants sont dépolitisés aujourd'hui ». En fait, chaque génération fait de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire s'intéresser aux affaires de la société à sa manière. Ça a été des combats internationalistes, ça a été des combats aujourd'hui sur l'environnement, sur l'écologie, mais le travail quotidien des organisations étudiantes à caractère représentatif, ou qui se veulent représentatives, ce qui est le critère tout de même pour moi du syndicalisme, c'est un travail qui est effectivement peu visible, mais qui est du travail quotidien. Donc, mais si on veut prendre les grands combats, j'ai cité des réalisations. C'est vrai que quand le mouvement étudiant descend dans la rue vraiment et occupe un espace politique de fait, ça va être à partir de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le refus de la suppression des sursis et en même temps le refus de la guerre, de la guerre d'Algérie. Bon, ça c'est un grand moment parce que effectivement les étudiants, notamment avec l'UNEF qui était le syndicat unique à l'époque, qui syndicat un étudiant sur deux, occuper une place importante, y compris à fédérer, à jouer un rôle important dans une intersyndicale avec les syndicats de salariés. On peut parler de 68, évidemment, qui a fait avancer des réformes. 68, on voit les barricades, mais il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui sont dans les commissions de réforme, des cahiers de revendications. Oui, puisque ça faisait partie de ma question également, Robier Mordeur, c'est-à-dire qui ont abouti d'ailleurs à un changement de politique. C'est-à-dire qu'ils sont descendus dans la rue, ces syndicats étudiants, ces jeunes étudiants, mais ils ont aussi participé à un changement de réforme peut-être. Oui, ils ont obtenu, comme la création des œuvres, c'est la même chose. Ils ont obtenu des changements, des réformes, même si ce n'était pas tout à fait celles qu'elles souhaitaient. Mais s'il n'y avait pas eu ces mobilisations, il n'y aurait pas eu de réforme, en tout cas pas celle-là. Donc ça, c'est un véritable poids qui existe. Justement, sur ce poids, Robier Mordeur, vous parliez, donc là, on a reparlé de mai 68. Est-ce qu'il y aurait un âge d'or du syndicalisme étudiant qui serait aujourd'hui révolu? C'est la question qu'on veut poser d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'influence des syndicats étudiants. Est-elle toujours aussi forte? Alors, moi, je me méfie toujours quand on parle de l'âge d'or, parce que c'est toujours mythique. C'est toujours mieux avant, bien sûr. Bon. Pas forcément pour dire que c'était mieux avant, en tout cas pour dire que leur poids était peut-être plus important. Alors, il y a des moments, effectivement, on peut, syndicalisme étudiant, 100 000 adhérents sur 200 000 étudiants, c'est beaucoup. Sauf que là, il y a des variations. C'est-à-dire, par exemple, de longue date dans la capitale, mais dès le début du siècle, celle qui concentre le plus d'étudiants, la moitié des étudiants, les associations, enfin, l'UNEF est faible. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une massification, on a 2,5 millions, voire 3 millions d'étudiants, et on a une faible adhésion. Mais il faut comprendre qu'on est passé d'une représentation unique, où l'UNEF remplissait tous ses rôles, comme je l'ai dit, la vieille UNEF d'avant les années 60, Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a une multiplication de modèles, d'autres syndicats, d'autres associations. Non seulement la division syndicale, bon, ça déjà ça, mais en plus la multiplication des modèles de représentation. On a le modèle syndical classique, délégation, négociation. Il faut passer par l'élection, dans des conseils d'université, au CNESER, au CNUS. Donc, il y a l'épreuve, la légitimité électorale, il y a la légitimité des luttes avec des assemblées générales, des coordinations où tous ceux qui sont dans l'action, syndiqués ou non syndiqués, participent à l'action et décident de l'action. Donc, si vous voulez,
ça nous donne un autre modèle de représentation. Et je crois quand on parle d'adhérents, alors il y a une faiblesse du nombre d'adhérents. Oui. Mais il y a une faiblesse du nombre de votants dans les conseils d'université. Mais pour être représentatif, il faut avoir quand même des adhérents. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut avoir des voix. Il faut avoir des voix. Il faut avoir des voix au niveau national. En élection représentative nationale, il faut avoir au moins un élu au CNUS ou au CNESER. Bon, pour avoir une représentativité nationale. Et Roby Morder, pour qu'il soit efficient, pour qu'il soit efficace, ces syndicats étudiants, c'est impossible finalement avec une représentativité faible. C'est-à-dire que pour avoir du poids, il faut avoir des adhérents, notamment auprès des responsables de formation, si on veut faire bouger les choses. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments, par exemple, parce qu'au-delà des mythes, si on prend l'UNEF, son nombre d'adhérents, même en 2006, n'est pas énorme. Mais c'est une influence énorme pendant la grève de 2006. La FAGE a un grand nombre d'adhérents parce qu'elle est constituée sur la base d'associations adhérentes. Et par exemple, elle revendique 200 000 ou 300 000 adhérents alors qu'elle obtient 100 000 voix. Donc, si vous voulez, l'influence, elle se mesure à des moments de mobilisation, d'une part, et d'autre part, dans ce que j'appelle, dans ce qui est routinier, là, évidemment, la présence sur le terrain, c'est-à-dire avoir des adhérents actifs, compte. C'est ça qui compte, bien sûr. Roby Morder, comment les étudiants regardent aujourd'hui il nous reste une petite minute. Comment les étudiants regardent aujourd'hui les syndicats étudiants? Est-ce qu'ils s'en méfient? Voilà, on a essayé de retracer un peu l'historique. On l'a dit, des mouvements des fois hyper politisés. On a pu faire ce reproche-là aussi. Aujourd'hui, cette génération, comment elle regarde ces syndicats étudiants? Moi, je crois que c'est un regard à la fois distant et pragmatique. C'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas, mais enfin, ça, c'est pas un phénomène nouveau. Il n'y a pas que chez les étudiants, mais il y a une utilisation. Les étudiants utilisent ces syndicats, y compris à l'échelle locale. On sait s'en servir quand on a besoin d'eux. Donc, si vous voulez, ça fonctionne à double sens. Donc, c'est une mécanique à double sens qui est plus celle des années 50, qui n'est pas celle de 1900, qui est sans doute celle du début du XXIe siècle. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Roby Morder, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière justement cette place, cette influence, ce rôle des syndicats étudiants. J'espère que vous reviendrez sur notre plateau pour continuer à discuter de ce sujet très intéressant. Je le rappelle, vous êtes juriste du travail, politologue évidemment, et donc spécialiste des mouvements lycéens et étudiants. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.